Voilà, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir et un honneur d'ouvrir ce colloque Paul Venn au Collège de France. Je voudrais d'abord remercier mes collègues Vinciane Pirenne, Dario Mantovani, Chonchai d'avoir organisé cette rencontre autour de Paul Venn. Vous avez sans doute lu la petite présentation. Il a tout à fait raison, Paul Venn, qui n'a jamais voulu faire école, n'aimait guère les hommages, et ce n'est pas de ce sens que cette journée veut s'organiser. C'est plutôt d'évoquer les circonstances de son élection, les thèmes et recherches dont il a traité dans ses cours et séminaires au Collège de France, et aussi la manière dont il s'inscrivait dans l'institution et le travail qu'il a mené près d'un quart de siècle. Je vais vous parler de ma première rencontre personnelle intellectuelle avec Paul Venn, que je n'ai connue que par la lecture. Et cette première rencontre s'est faite autour d'un petit livre qui m'a beaucoup intrigué et qui m'a beaucoup stimulé. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ? Essai sur l'imagination constituante, qui parut en 1983. Je venais juste d'avoir un petit poste d'assistant à l'Université de Genève et je suis tombé sur ce livre et je me suis dit, on pourrait aussi poser la question, est-ce que les anciens Hébreux ont cru à leur mythe ? Ce que j'avais d'ailleurs fait dans un article qui a agacé mon professeur à l'époque, mais je crois que c'était très stimulant. Et en effet, dans ce texte, Paul Venn se demande si les Grecs, ce peuple de philosophes et de géomètres qui a beaucoup contribué au progrès de la raison, avaient vraiment cru aux cyclopes, aux minotaures et autres loups-garous qui hantent leur mythe, ou encore aux unions sexuelles entre les dieux et les humains. Alors Paul Venn conclut qu'il n'existe pas de réponse simple à cette question. Le mythe, comme discours transmis de génération en génération et de bouche à oreille, se propageait suivant différents chemins, depuis la parole du poète jusqu'à celle du spécialiste, exégète bien informé des traditions locales. Et je voudrais quand même mentionner, puisque Vinciane est là, Paul Venn étudie notamment le cas de Pausanias, qui au IIe siècle collectionne les variantes inépuisables des mythes lors de ses promenades en Grèce. Il apparaît comme peut-être l'illustration la plus frappante de cette ambiguïté de l'esprit grec face aux mythes. Il raconte les mythes qu'il a recueillis, et au 8e livre de sa Périexégèse, il nous avoue qu'il n'en croit pas un mot. Pourtant, son texte est un manuel irremplaçable pour les mythologues modernes, et la mytholographie organise en fait un savoir. Selon Paul Venn, le rapport du mythe à la vérité est donc complexe. Selon l'époque et les destinataires, un mythe pouvait être accepté tel quel, globalement refuté ou faire l'objet d'une critique empreinte finalement de la même crédulité qu'elle prétendait dénoncer chez les autres. Selon Venn, on peut croire à des choses contradictoires à partir du moment où l'on reconnaît la pluralité des programmes de vérité. Mais le mythe pouvait aussi remplir une fonction sociale sans être tout à fait pris au sérieux, en favorisant des connivences et des liens de solidarité entre des individus qui partagent des points communs. Peut-être aujourd'hui, on devrait nuancer un tout petit peu les propos de Paul Venn. On ne peut pas s'interroger uniquement sur le contenu narratif du mythe pour déceler la part de fiction et de vérité qu'il contient. Il faut certainement analyser l'ensemble des valeurs symboliques qui sont présentées à l'arrière-plan et qui jouent un rôle essentiel dans la signification de ces mythes. L'essentiel du mythe réside peut-être moins dans la vraisemblance de l'histoire racontée que dans sa pertinence par rapport aux codes symboliques propres à la société concernée. Et je pense que Paul Venn sera sans doute d'accord avec ces nuances. Pour expliquer son intérêt pour le monde gréco-romain, Paul Venn, dans le premier entretien de son ouvrage « Sexe et pouvoir à Rome », met en avant une religion sans église et l'absence de susceptibilité identitaire, comme des éléments qui expliquent en fait son attirance pour cette civilisation. Vous savez qu'il a soutenu sa thèse de doctorat sur la pratique du don dans l'Empire romain en 1974 et l'a publié 2 ans plus tard sous le titre « Le pain et le cirque, sociologie historique d'un pluralisme politique ».
à partir d'une analyse novatrice d'un phénomène historique, l'évergétisme, pratique de don à la collectivité développée durant l'Antiquité grecque. Il met en perspective les apports de Mauss et d'autres sociologues sur la question du don et analyse le fonctionnement du politique. Dans les sociétés, il développe une théorie originale de l'idéologie et de la croyance comme phénomène politique. Je voudrais aussi revenir très brièvement sur son ouvrage « Comment on écrit l'histoire », essai d'épistémologie paru en 1971, dans lequel il recusait la scientificité promise à l'histoire par la quantification et l'ordinateur. Je pense que c'est une question qu'on peut tout à fait reprendre. Humaniste, et là il a tout à fait sa place au Collège de France, il fait droit au sujet historien qu'il voit avant tout comme un narrateur, réflexion qu'on peut rapprocher sans doute à celle de Paul Ricoeur sur le récit. Paul Venn a été élu en 1975 sur une chaire appelée assez sobrement « Histoire de Rome », grâce à l'appui de Raymond Aron. Mais, semble-t-il, ça je l'ai du wiki, je ne sais pas si c'est vrai, mais Paul Venn oublie de citer son nom lors de la leçon inaugurale, ce que Aron ne va jamais le pardonner. Et donc, il a une relation un peu compliquée avec celui qu'il vénère beaucoup. Il occupe donc cette chaire jusqu'à 1988, et dans sa leçon inaugurale, il dit « Tout ou presque tout est encore à faire, l'histoire romaine est à écrire. » Et avant d'ajouter en guise de provocation, vous ne devez pas compter sur moi pour le faire. Bon, je pense que c'était un peu gratuit, puisque, en effet, il a fait beaucoup, mais il estimait que la tâche était beaucoup trop vaste, peut-être impossible à faire. Dans cette leçon, il revient également sur cette opposition entre le monde romain et le monde chrétien. Il dit, entre les Romains et nous, un abîme a été creusé par le christianisme, par la philosophie allemande, qu'il n'aimait peut-être pas trop, par les révolutions technologiques, scientifiques et économiques, par tout ce qui compose notre civilisation. Il poursuivra cette idée dans « Quand notre monde est devenu chrétien », paru en 2007, dans lequel il explore le sens de la mutation culturelle survenue après la conversion de Constantin, et il insiste sur le fait que la religion des Romains n'a rien ou presque rien à voir avec des croyances. Je crois que c'est aussi une idée qui est chère à John, mais qu'elle est surtout le respect et l'accomplissement d'un certain nombre de rituels qu'il faut bien faire. Ce n'est pas le lieu d'énumérer tous ces ouvrages. Je voudrais seulement mentionner encore l'élégie érotique romaine, l'amour, la poésie et l'Occident, 1983, la société romaine, 1991, et encore son essai autobiographique, et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas, souvenir, 2014. Permettez-moi de terminer par une appréciation de Paul Venn par Michel Foucault. D'ailleurs, vous savez que Paul Venn lui-même a écrit un portrait assez touchant de Foucault. Paul Venn, selon Foucault, c'est ce que c'est rechercher en véritable historien le vrai. Mais il connaît aussi le labyrinthe dans lequel on entre dès qu'on veut faire l'histoire des jeux du vrai et du faux. Il est de ceux, assez rares aujourd'hui, qui acceptent d'affronter le danger que porte avec elle, pour toute pensée, la question de l'histoire de la vérité. Je vous souhaite un très beau colloque et je vous remercie de votre présence. Très bonne journée à vous toutes et à vous tous.